Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. 39 21 pour dialoguer ensemble. Dans un instant, vos témoignages sur ces conditions de travail un peu étranges qu'on a pu vous imposer dans votre carrière. Appelez-nous pour témoigner 39 21. Mais d'abord, Jean-Michel, la perpétuité réelle pour les terroristes. Voilà, que certains voudraient voir appliquer effectivement aux personnes condamnées pour actes de terrorisme. Bonjour, maître Corinne Dreyfus-Schmidt. Vous êtes avocate pénaliste, présidente de l'association des avocats pénalistes et vous avez accepté, je vous en remercie, de nous accompagner dans ce dialogue avec les auditeurs d'Europe 1. Bonjour Richard. Oui, bonjour. Vous êtes à bonjour aux Châteaudun. auditeurs, bonjour à vous. Moi, c'est 3 tranches de vie que je vais vous raconter en quelques secondes. Oui. Je suis un ancien fonctionnaire de l'administration pénitentiaire. D'accord. J'ai démarré surveillant et j'ai terminé cadre. Mais j'ai démarré dans une centrale. Où Oui. j'ai connu beaucoup de monde. C'était l'époque de Buffet et de Bontemps. Vous vous souvenez où ils ont été condamnés à mort Oui. et exécutés. Oui. Le 70. personnel pénitentiaire a applaudi. On ne va pas le faire, mais on a applaudi à leur exécution capitale. Quelques mois après, je suis allé à Lyon et j'étais en affectation et j'ai visité un quartier de haute sécurité. C'était le quartier de Bourgoin-Jallieu, dans Rhône-Alpes, et j'ai vécu une journée de gars, de saloperies, de méchantes personnes, Oui. comme ceux qui risquent d'y arriver. Oui. J'ai passé une journée avec eux. Pas avec eux, mais avec les personnels qui m'avaient invité, pour me faire vivre une journée dans un QHS, pour Oui. les salopards. Mhm. Et, vous savez, 3 surveillants, un gradé, pas de parole, on entend silence de cathédrale. Faire une perpétuité dans cette condition-là, quand je suis rentré à Lyon le soir, je me suis posé des questions. La perpétuité ou la peine de mort, Vous voulez dire que c'est inhumain de confiner quelqu'un Moi, je ne pourrais pas plus tenir. Je ne peux pas tenir dans une perpète, et dans des établissements où on n'entend rien, pas de bruit, rien. Oui, donc on ne parle à personne. C'est un peu inhumain. C'est inhumain. C'est encore pire que la peine de mort, à la limite. C'est ce que vous voulez dire, Richard. Vous êtes d'accord, maître Corinne Oui, Dreyfus-Schmidt? merci monsieur pour ce témoignage qui est fort intéressant parce qu'on comprend bien l'évolution de votre position. Mais je crois que vous avez raison, supprimer tout espoir à un individu, c'est inhumain. Et en plus, c'est réduire la part d'humanité qu'on a tous en nous. Oui. Donc c'est finalement se mettre sur le même niveau que Absolument. ces gens-là qui sont des terroristes, qui n'ont plus de part d'humanité, en proposant précisément de se comporter comme eux. Et en plus, c'est contre-productif parce qu'on sait très bien, on a déjà eu le débat sur la déchéance de nationalité, que c'est pas dissuasif, et vous allez certainement le confirmer, monsieur. Mais Richard, si la perpétuité perpétuelle n'est pas une solution, il y a 2 solutions. On laisse l'arsenal pénal tel qu'il est aujourd'hui, ou alors on imagine le retour de la peine de mort. Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez, Richard ? Le retour de la peine du mort, non, je pense pas. Mais il faut, comme on ne peut pas penser aussi à la perpétuité, parce que c'est inhumain, l'avocat, maître, vous venez de le dire, il faut essayer, c'est pas simple, et c'est pas une population pénale qui est facile, d'essayer de les réinsérer, comme on dit, pour prendre un terme un petit peu pompeux. Ne pas perdre espoir dans chaque être humain. Et oui, dans chaque individu, il y a quand même... moi, je raisonne comme ça. Alors, c'est vrai qu'il faut des moyens, il faut du personnel, il faut de l'argent. On veut faire des perpètes, mais garder par qui, où et avec quelle personne, quel argent. Il faut des moyens dans les prisons. Dire des mots. C'est les effets d'annonce du gouvernement ou des dirigeants. Non, on va pas recommencer de faire des QHS. Il y en a eu déjà. Il y en a eu ça dans n'a les rien apporté du tout. Ça a été supprimé dans les années 80. Oui, exactement. Je les ai vécus juste avant la fin, moi. Tout à fait. Merci beaucoup, Richard, pour votre témoignage. Et bonne journée à tous. Et je vous souhaite une bonne journée à Châteaudun. En même temps, nous sommes dans l'émotion, Corinne Dreyfus-Schmidt, mais imaginez que des gens qui ont commis des actes barbares comme cela, la répétition de ces actes aussi nous pousse à se poser ces questions-là. Les imaginer sortir, c'est compliqué mais aussi. Justement, je crois qu'il faut se garder de se laisser emporter
par cette frénésie sécuritaire et cette émotion. On est en train de surfer sur l'émotion. Notre démocratie a des principes fondamentaux, des principes forts. Il ne faut pas qu'on se laisse emporter par ces vents de terrorisme, malheureusement, et cette marée populiste, parce que c'est une marée populiste qui ne sert à rien. Il faut tenir bon sur nos principes. Bonjour Xavier. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes à la Rivière, en Gironde. Exactement. Alors, quelle est votre opinion sur ce sujet ? Écoutez, j'écoutais avec beaucoup d'attention ce qui est en train de dire, enfin, ce que disaient les participants. C'est compliqué, mais moi, mon point de vue, c'est que oui, il faut les éradiquer du système. Oui. Je suis peut-être très populiste dans mes propos, mais c'est ce que je pense profondément. Parce que, à la fin de l'histoire, bien sûr qu'on a une démocratie, ce qui fait notre valeur, et donc forcément, on doit défendre ces valeurs et avoir un discours qui soit, on va dire, politiquement correct au niveau international. Ceci étant dit, allons parler maintenant aux victimes, les gens qui sont touchés par ce qui vient de se passer, allons leur parler, et je pense qu'ils sont peut-être dans la haine, et c'est peut-être trop compliqué actuellement. Ceci étant dit, il faut faire quelque chose pour que ça ne se reproduise pas. Donc ça, je crois que nos gouvernants essayent de le faire, mais parallèlement à ça, moi, ce qui me fait mal au ventre, c'est que ça soit nos impôts qui vont quelque part entretenir et essayer de réhabiliter ces gens-là. Je préfère que l'argent, parce que je crois qu'actuellement on manque cruellement d'argent et de moyens. Je préfère qu'il aille à aider les gens qui ont été touchés dans leur chair par ces attentats pour les réhabiliter et leur donner des conditions de vie meilleures que d'aider ces saloperies, ces pauvres types qui s'en prennent à des innocents. Parce que moi j'ai peur demain pour mes enfants qui vont dans des lycées, parce que qui vous dit que demain ils vont pas s'attaquer. Enfin bref, alors c'est compliqué. Moi je suis dans l'émotion parce que ça me rend fou ce qui s'est passé, comme beaucoup de gens, et forcément, on n'a pas un discours politiquement correct. On est peut-être populiste dans nos propos, mais je crois qu'il faut les éradiquer, oui. Donc on se bat actuellement là-bas pour les tuer sur le terrain. Et chez nous, il y a la gangrène partout. En Europe, il faut trouver des solutions pour aller... Pardon, oui, excusez-moi, je m'enflamme. Pardon. Non, j'avais pas compris la phrase chez nous et du coup j'ai mal capté les mots, mais c'est pas très grave. On comprend que effectivement tous ces actes qui se produisent suscitent chez vous une émotion considérable et chacun à sa façon, nous la ressentons tous évidemment cette émotion. Ensuite, quelle réponse on apporte, évidemment, c'est une complexité infinie. C'est infini et franchement, j'ai pas la réponse. Par contre, eu égard aux moyens dont on dispose, je préfère qu'il soit donné aux gens qui ont été touchés directement que d'aller dépenser. Enfin bref. Alors après, oui, bien sûr qu'il faudrait idéalement, dans le meilleur des mondes, il faudrait peut-être en effet qu'on les mette dans un laboratoire, qu'on essaie de les réhabiliter. Sont-ils récupérables ? Je pose une question aux experts. Ces gens sont-ils récupérables quand ils ont atteint 25 ou 28 ans, qu'ils ont été laminés dans leur cerveau avec on a vu des images terribles, comment ça se passe dans les écoles. Sont-ils récupérables ? Alors Xavier, on va juste s'interroger là-dessus. Corinne Dreyfus-Schmitt, on ne peut pas répondre de manière... Alors, je ne lis pas dans la boule de cristal et je ne peux pas faire de prédictions, mais en tout état de cause, peut-être qu'on pourrait envisager des suivis médico-psychologiques, psychiatriques, pour voir qu'est-ce qui a fait que dans un individu, il y ait une faille pour qu'il passe à ce passage à l'acte aussi violent et désespéré, parce que même si effectivement on est tous outrés, mais il faut quand même avoir une constitution psychologique pour arriver à aller se faire sauter et à considérer que la vie, la sienne et celle des autres n'a plus aucune valeur. Monsieur, vous parliez des victimes, effectivement, pour les victimes c'est terrible, mais les années d'emprisonnement et l'élimination d'un individu d'une société n'a jamais réparé les souffrances. La justice, ce n'est pas une vengeance. La justice, c'est rendre justice, c'est appliquer des textes dans des conditions particulières. Oui, mais et je crois que le problème aussi, il faut le voir et l'étudier en amont, avant qu'on arrive effectivement à ces actes aussi abominables. Non, mais c'est clair. Dernier mot, Xavier ? Oui, simplement, justice implique par voie de conséquence l'injustice aussi, et donc c'est compliqué, c'est un débat très compliqué. Voilà. C'est pas la réponse, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe est terrible, et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment envie. Je crois que je parle une fois de plus, c'est populiste peut-être ce que je dis, mais de voir ces gens ressortir un jour, avoir le droit de ressortir, ne serait-ce que de vivre normalement. C'est moi mon sentiment. Il est assez brutal, il n'est pas politiquement correct certainement, mais en tous les cas, c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. Vous avez pu l'exprimer sur l'antenne d'Europe 1. Merci Xavier d'avoir participé à notre débat. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Vous êtes à Hyères dans le Var. Oui, c'est ça. Et vous, alors moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. Oui. C'est très intéressant tout ça. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si les parents des victimes, eux, prennent pas automatiquement perpétuité perpétuelle ? Oui, bien sûr, vous avez raison. Bien sûr que pour eux, la peine est perpétuelle, mais la question qui est posée... Exceptionnelle, sanction exceptionnelle. D'accord. Et c'est-à-dire Peine de mort ? Peine de mort ? Pourquoi pas ? Pour ces gens-là, pourquoi pas ? Je ne suis pas spécialement une adepte de la peine de mort, mais pour savez, avec ce qu'ils font, eux, je ne pense pas qu'ils réfléchissent. Regardez, il y a des carnages, mais des centaines de morts, des centaines de blessés. Enfin,
on ne peut pas discuter avec ces gens-là. Pour moi, ils sont irrécupérables. D'accord, merci Corinne de nous avoir donné ce sentiment. Vous êtes donc à hier et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Ce qu'on voit, Maître Dreyfus-Schmitt, alors il ne s'agit pas d'accompagner tous ces propos, mais ça nous bouscule d'une manière incroyable, tous ces événements. Et vous disiez la justice n'est pas la vengeance. Bien sûr, comment ne pas adhérer à ce propos? C'est difficile de garder la tête froide dans de telles circonstances. C'est difficile, et là, les propos de la dernière interlocutrice, c'est la loi du talion finalement. Et donc il faut vraiment, nous, rester dignes, et rester ancrés dans nos principes qui sont le socle de notre démocratie, et pas se laisser emporter, parce qu'aujourd'hui, ce débat qu'on a aujourd'hui, c'est un débat de politiciens et de populisme pénal. Pas seulement. Dans la population, il y a quelque chose qui existe. Oui, on ne peut pas le cantonner à la sphère politique. Oui, mais vous savez très bien qu'on surfe sur la vague et que les politiques ont cette fâcheuse tendance de vouloir légiférer après un événement qui touche l'opinion publique. Oui, mais la question là est de savoir s'il existe une demande ou une émotion particulière dans l'opinion publique, et la réponse est oui. Bien sûr qu'il existe. Voilà, donc il n'y a pas que les politiques. Non, mais ils surfent. Ces faits-là bousculent toute la société, évidemment. Vous avez parfaitement raison, mais ils surfent sur les peurs et les émotions. Pierre, bonjour. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Saint-Martin-d'Air. Tout à fait. Et nous sommes heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1, mais on n'a plus beaucoup de temps. Moi-même. Voilà. Alors je vous ai tout dit. On vous écoute. Je vais essayer d'être concis. Il y a un député là récemment qui disait que l'emprisonnement à perpétuité est une forme de condamnation à mort lente. Oui, je trouve qu'il a synthétisé en quelques mots la signification de cette peine. Donc pour moi, effectivement, ce côté incompressible me paraît un peu inquiétant et inhumain, même parmi ces personnes qui peuvent être inexcusables. Mais je trouve que le terrorisme actuellement est un terrorisme culturel, avant tout, religieux, d'intolérance finalement de la différence ethnique, etc. Donc elle ne touche pas les mêmes leviers que la criminalité ordinaire. Donc je pense que ce sont des gens entre guillemets récupérables, mais avec énormément de temps. Ça n'empêche pas effectivement des prises de prison assez longues, mais avec une rééducation derrière, une capacité de reprogrammation, ce qu'on appelle dans PNL, reprogrammation neurolinguistique de la personne, pour que petit à petit elle se rééduque dans l'humanité. Alors c'est peut-être un peu utopique, ça va peut-être faire bondir les victimes, bien entendu, auxquelles je compatis beaucoup, mais je trouve qu'il y a toujours une issue, plus ou moins longue, effectivement, qui prendra plus ou moins d'années, où il faut être effectivement très très vigilant. D'accord, merci. Merci Pierre de nous avoir expliqué votre point de vue avec concision et beaucoup de clarté. Je vous souhaite une bonne journée. Si Salah Abdeslam revient en France, des avocats français vont le défendre. Bien sûr, c'est l'honneur aussi de notre métier. Tous les hommes méritent d'être défendus, et a fortiori ceux pour qui on leur reproche les faits les plus graves. C'est un cas de conscience, par exemple, pour vous? Ce serait un cas de conscience? Oui, je crois que c'est un cas de conscience. Il faut bien mesurer personnellement ce qu'on a envie de faire, parce que défendre, c'est vrai que on doit tous les défendre. Mais après, c'est personnel aussi. Si vous avez des possibilités, je ne sais pas quel va être le positionnement de cet homme, s'il va être dans la repentance, la reconnaissance, la collaboration, ou dans la négation absolue. Vous savez, jusqu'à présent, les terroristes adoptaient des défenses de rupture. Là, je ne crois pas que c'est tout à fait le cas. Ça n'a pas l'air, effectivement. Ça n'a pas l'air. Merci, Maître Corinne Dreyfus-Schmitt, de nous avoir accompagnés dans ce dialogue avec les auditeurs d'Europe 1. Nous faisons une petite pause et nous nous retrouvons pour poursuivre ce dialogue, notamment sur des conditions de travail qui sont parfois un peu abusives. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Envoyez un mail pour demander l'autorisation d'aller aux toilettes. Oui. C'est ce qui arrive aux salariés d'un call center de la banlieue de Toulouse. 200 salariés qui désormais doivent demander l'autorisation pour aller faire pipi. Est-ce que vous aussi, vous avez vécu ce genre de conditions de travail? Vous nous avez appelé au 39 21. Ça nous fait marrer. Mais c'est pas drôle, en fait. En fait, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Vous êtes là sur le siège. Chef, vous Je avez lu mon mail? détesterais ça. Ouais, absolument. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Vous êtes à Bayeux dans le Calvados. Exactement. Et alors? Donc, moi, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans une cellule téléphonique Oui. à l'intérieur d'un groupe d'une grande banque française.
Et à l'intérieur de cette grande banque, il y avait donc une cellule téléphonique afin de répondre aux conseillers, pour aider les conseillers à travailler dans les agences. Les conseillers, Et pas les clients, d'accord. Voilà. Pas les clients, non. Bien qu'on avait des fois des clients, mais avec les conseillers. Et là, on devait répondre et on devait rester assis sur notre chaise. Et lorsqu'on devait aller aux toilettes, on devait lever la main, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas de mail. Oui. On devait lever la main pour que le chef vienne prendre notre place pour répondre au téléphone. Ah, d'accord. Et ça se passait bien? Enfin, je veux dire... Non, très mal. Pour moi, ça se passait très mal. Ah, parce que le chef, il venait pas tout de suite, parce que vous aviez un peu... Oui, et puis on était obligés. Voilà, c'est un peu infantilisant, quoi. C'est un peu bête, quoi. Et tout à fait, c'était tout à fait ça. Et on avait nos autres collègues qui, elles, travaillaient normalement, se moquaient de nous, quoi. Oui, c'est ça. Et j'avais 45 ans, 50 ans, quoi. Oui, bien sûr. Ça fait mal, quoi. J'en ai encore... Tout de suite, j'en ai encore plein c'est un peu humiliant. Plein de rancœur, quoi. C'est un peu humiliant, vous le ressentiez comme ça? Oui, exactement. Et après, heureusement, il y a eu énormément de jeunes qui sont venus travailler, ont changé le système. Donc, du coup, il n'y avait plus personne à répondre au téléphone. Donc, il faut peut-être remettre les choses, parce qu'elles allaient prendre leurs cigarettes, elles allaient toutes et boire leur café ou prendre leurs cigarettes tout en même temps. Donc, du coup, la cellule téléphonique se trouvait fermée. Donc, ça, c'était un peu trop. Ça, c'était un peu trop, peut-être. Donc, voilà. Donc, il faut peut-être remettre les choses à leur place. Et puis, c'est peut-être pour ça que cette entreprise, maintenant, réagit comme ça, quoi. Maintenant. Mais sur le fait que vous deviez lever le doigt pour que le chef vienne vous remplacer, tout ça, des syndicats, tout ça, une grande banque, il y a quand même des représentations de salariés assez élaborées. Les syndicats ne sont pas intervenus pour faire cesser ce genre de pratique? Pas du tout. Elles ont essayé, mais il n'y avait pas moyen. Et puis comme elles n'étaient pas concernées, on était une dizaine à être concernés sur, à l'époque, 800 employés. Donc... ça ne les intéressait pas, quoi. C'était une minorité. Voilà, c'est curieux que parfois des chefs d'entreprise ou des gens qui organisent le travail des autres manquent à ce point de sensibilité, mais bon, voilà. Merci en tout cas, Françoise, pour votre témoignage. Maintenant, je suis à la retraite, alors c'est bon. Là, c'est bon. Là, voilà. Vous avez plus de petits chefs sur le dos, c'est très bien. Non, exactement. Bon courage à tout le monde. Bonne journée, Françoise. Merci, au revoir. Au revoir. Je crois que Ludovic est avec nous. Bonjour, Ludovic. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour. Vous avez travaillé, vous aussi, dans des call centers ? Oui, moi j'ai payé mes études en travaillant dans des call centers et ensuite j'ai dirigé des call centers. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu ubuesque comme disposition que de devoir envoyer un mail pour aller faire pipi. Mais dans des gros call centers comme ceux de Téléperformance, il y a quand même une problématique de productivité. Et ça, il faut la prendre en compte parce qu'en fait, être au téléphone toute la journée, c'est très difficile. Et donc dès qu'on peut aller faire un petit pipi, aller fumer une cigarette, trouver une excuse pour s'absenter un peu, bah ça fait du bien et beaucoup ont tendance à en abuser. Donc moi je pense que effectivement la disposition paraît un petit peu spéciale, mais en termes de productivité ça s'entend si on analyse les faits. Vous qui connaissez le fonctionnement des call centers, vous comprenez comment une entreprise a pu en arriver là. Mais alors, puisque vous en avez organisé des call centers, Ludovic, quelles sont les règles ? Par exemple, on dit à quelqu'un qui est à un poste de travail, il répond à des coups de fil, qu'il y ait combien de temps sans interruption ? Pendant 1 heure, pendant 1 heure et demie, pendant 2 heures, pendant 3 heures ? Vous gérez ça comment ? En gros, vous avez des logiciels qui permettent d'analyser a posteriori la productivité d'un agent. Et si effectivement il y a des débordements, si on constate qu'un agent a eu beaucoup de temps de pause dans la journée, qu'il y a eu des abus au niveau de l'équipe, etc., là on commence à mettre des dispositions draconiennes. On commence à leur dire quand vous voulez aller aux toilettes, il faut demander. Alors nous c'était le système de Skype, mais c'était un petit message. Et là on peut vous dire si vous pouvez vous mettre en pause, etc. En fait, on en vient à des procédures comme ça parce qu'il y a des abus, parce que ce sont des métiers très difficiles qui vous consomment énormément d'énergie. Et donc, effectivement, et je l'ai fait en tant que salarié, je ne l'ai pas fait qu'en tant que directeur. Et je sais que dès qu'on pouvait prendre une pause, c'était franchement très, très bienvenu. Et je sais qu'en tant que directeur, il y a eu aussi j'ai été confronté à beaucoup de salariés qui cherchaient tout le temps à aller gratter de la pause. Et la pause pipi, c'est quand même la meilleure excuse parce que c'est très compliqué de dire à quelqu'un vous ne pouvez pas aller faire pipi, alors que s'il doit envoyer un mail, il faut le temps de traiter le mail, etc. Enfin, ça formalise la demande et donc il y a moins de pause pipi comme ça, on va dire un petit peu pour gratter du temps. Donc je crois que ça s'entend et que s'il y a des dispositions comme ça, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'abus de la part des salariés. C'est un fait parce que c'est un métier très difficile. Voilà. Oui, d'accord. Mais c'est un métier un peu particulier peut-être. Alors je ne sais pas si
d'autres activités comme ça requièrent la présence de quelqu'un à son poste de travail. Oui, sans doute pendant un temps assez long, mais on constate, en tout cas que on manque de sensibilité quand on demande à un salarié d'écrire un mail pour aller aux toilettes. Là, on peut pas dire. C'est sûr. Après, il y a une organisation. Vous pouvez pas avoir tout le monde qui va aux toilettes en simultané. C'est pas possible. Donc, c'est aussi une question d'organisation. Il faut quand même savoir qu'on parle de Téléperformance. Téléperformance, c'est un énorme groupe. Donc, ce sont pas c'est pas une équipe de 10 personnes à gérer. Vous imaginez pour SFR le nombre de téléconseillers qui gèrent les appels. Si vous n'avez pas un cadre, même pour les pauses pipi, ça peut devenir extrêmement compliqué. Vous pouvez avoir votre client derrière qui regarde les chiffres de productivité, qui dit comment ça se fait qu'on en a 30 en simultané, par exemple, qui vont faire pipi, etc. Donc c'est des plateformes qui sont énormes et donc on en vient à des process industriels en fait. Voilà, on en vient à des choses qui manquent un peu d'humanité, mais vous en comprenez et vous nous l'avez un peu expliqué. Donc je vous en remercie, la logique qui conduit à prendre des mesures aussi bêtes. Merci beaucoup Ludovic d'avoir appelé le 3921. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette session de dialogue sur l'actualité que nous reprenons demain à 13h10 sur l'antenne d'Europe 1.